Grâce à l'utilisation raisonnée et efficiente de la défiscalisation, les collectivités d'outre-mer du Pacifique parviennent à modérer leurs contraintes structurelles, qu'elles soient géographiques ou économiques. Des entreprises essentielles au développement de leur économie bénéficient de ce soutien des pouvoirs publics qui permettent à leur activité de dépasser très largement les frontières du Pacifique Sud. C'est le cas de la société Le Nickel, SLN, filiale du groupe minier métallurgique français Eramet et présente en Nouvelle-Calédonie depuis 134 ans. Soucieux d'optimiser et d'accroître la durée de vie des gisements de nickel, la SLN a récemment mis en place un système de laverie appelé aussi UTM. La recherche de la SLN et du groupe Eramet ont mis au point un procédé de traitement des minerais innovant, breveté, qui permet de récupérer des fractions minéralisées dans les franges à très basse teneur du minerai. Le procédé permet donc de valoriser une plus forte proportion du minerai et d'accroître la durée de vie des gisements. La dernière réalisation est l'unité de traitement de Tiebagi, au nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, en 2007. Il faut savoir exactement qu'au moment de la création ou de la construction de la laverie, il y avait à peu près 600 emplois qui ont été créés à ce moment-là. Et sur les 600 emplois, il y avait à peu près 200 personnes qui ont été employées. Cette activité a permis de générer une activité de sous-traitance qui est énorme dans cette région et que les emplois générés ne proviennent pas uniquement du bassin de Koumak, puisque vous avez aussi des employés parmi nos salariés qui viennent des communes environnantes. C'est tout ce bassin-là qui est arrosé de par l'activité de l'UTM de Tiebagi. Sur le plan économique, du fait de l'éloignement, de l'isolement, de la faiblesse du bassin industriel local, de l'absence d'infrastructures, le montant de l'investissement était très élevé, à plus de 150 millions d'euros, ce qui présentait un surcoût de 70% par rapport au même projet réalisé en métropole, en Europe et a fortiori en Indonésie ou aux Philippines, là où sont implantés nos concurrents. Le concours des pouvoirs publics métropolitains ainsi que calédoniens a permis de gommer ces surcoûts ultramarins et a rendu possible ce projet. Avec 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et 10 000 emplois à la fois directs, indirects et induits, la SLN génère les retombées économiques locales les plus rentables. L'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, OPT-NC, a pu mettre en place un câble sous-marin reliant la Nouvelle-Calédonie à l'Australie. Ce câble a permis de généraliser l'Internet haut débit et de le rendre accessible à tous les Calédoniens. Avant la mise en service du câble sous-marin, la Nouvelle-Calédonie était raccordée au reste du monde via des liaisons satellitaires. Les consommateurs payaient cher pour une connexion bas débit. En 2006, le câble sous-marin est apparu comme une nécessité, malgré le coût d'installation élevé et l'isolement géographique de la Nouvelle-Calédonie. Ce projet est devenu une réalité en 2007 avec la pose du câble sous-marin international Gondwana entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie d'une longueur de 2200 km. Également, le câble PICO, câble domestique qui permet de raccorder l'île principale de la Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre, aux îles Loyauté, d'une longueur de 400 km. Ces câbles ont été posés par le bateau Île de Ré, armé par Alda Marine, qui est une société commune entre Alcatel-Lucent et Louis Dreyfus Armateur. Le projet a représenté un investissement de l'ordre de 40 millions d'euros. Le financement a été assuré par l'OPT et par la métropole qui a pleinement participé à ce projet d'aménagement de la Nouvelle-Calédonie. Sa participation s'est faite au travers d'une défiscalisation au titre de la loi Girardin sur une base éligible d'environ 14 millions d'euros. Cet investissement structurant a permis une véritable révolution numérique pour tous les Calédoniens. D'autres projets sont à l'étude pour sécuriser le câble existant, mais aussi pour permettre à la Nouvelle-Calédonie de devenir un nœud d'échange Internet dans le Pacifique et plus largement dans le monde. L'éloignement est évidemment la première contrainte structurelle des collectivités d'outre-mer. L'appui de l'État dans le secteur des transports, secteur clé du dynamisme économique, est donc primordial. Air Tahiti Nui, la compagnie aérienne polynésienne créée il y a 15 ans, a bénéficié de la loi Girardin pour bâtir sa flotte et ainsi pallier à l'insularité du territoire. Avant la création de la compagnie, on était complètement dépendant des compagnies étrangères qui voulaient bien venir, ou de la compagnie nationale. Il n'est pas inscrit dans la mission d'Air France de développer le tourisme, au moins en Polynésie. Nous, c'est notre mission. 75% des touristes qui viennent en Polynésie, nous les transportons. 80% de nos passagers sont des touristes.
Donc la compagnie n'a pas été créée pour transporter des locaux. ATN est le deuxième employeur du territoire avec 740 salariés. Donc il y a eu création d'emplois, non seulement de navigants, mais également des personnels au sol. Et puis il y a toutes les activités induites. La défiscalisation, il y a 15 ans, nous a permis d'acheter des avions, nous en rendre propriétaires. Et aujourd'hui, si on devait réfléchir à un financement des fiscalisations, on ne pourrait pas déposer de dossier malheureusement. Compte tenu des impératifs de choix d'avions et surtout de délai de livraison des avionneurs, quels qu'ils soient, au mieux, nous serons livrés en 2019. La Lodéum s'arrête fin 2017, ce qui nous pose un problème entier qui est comment on finance ces avions-là. Les Polynésiens sont attachés à la compagnie, ils ont une certaine fierté de voir leur compagnie quand ils voient l'avion posé à Los Angeles, à Narita ou à Paris. Oui, il y a une certaine fierté avec les couleurs bleu lagon. Bien sûr, ça fait partie du paysage, mais aujourd'hui, ce serait un véritable sinistre économique s'il n'y avait plus la compagnie. Aujourd'hui, la compagnie Air Tahiti Nui doit renouveler ses avions. Un investissement nécessaire et raisonné pour éviter l'augmentation des coûts de maintenance et la fréquence des interventions sur sa flotte. La maîtrise du transport aérien est pour la Polynésie française l'une des principales clés de son dynamisme économique, axée prioritairement sur le tourisme. Le transport maritime représente également un enjeu majeur de développement. Preuve en est l'Aranui 3, cargo mixte qui dessert principalement Tahiti et les Marquises. Il joue un rôle vital dans le ravitaillement des îles et assure le transport des passagers. C'est vrai que l'Aranui fait vraiment partie de la Polynésie, mais spécialement des îles Marquises. D'une part, les Marquisiens estiment que c'est leur navire. Et c'est vrai parce qu'ils passent beaucoup plus de temps aux Marquises qu'à Papeete. Et d'autre part, on a vraiment une image qui est collée aux Marquises parce que tous ceux qui ont visité ou qui veulent visiter les îles Marquises passent par l'Aranui. L'aide de l'État, au travers de la défiscalisation, pour notre société a permis véritablement un décollage de l'activité touristique, en même temps que de remplacer un navire vieillissant. Donc l'aide répond bien à une demande économique. On parle environ d'1 million d'euros d'effets induits directement sur les îles Marquises avec l'Aranui 3. Afin de continuer à développer son activité, l'armateur a obtenu un nouvel agrément de défiscalisation pour le cargo Aranui 5 qui remplacera fin 2015 l'Aranui 3. Si on met en relief le développement touristique qui est prévu avec la nouvelle unité, le développement des excursions à terre et des restaurants qu'on a prévus et sur un long terme, je pense que l'État a fait un bon choix de nous accompagner dans notre projet, tout comme il a fait pour l'Aranui 3 il y a 10 ans. Ensemble, on va pouvoir l'exploiter sur une durée minimale de 30 ans. Avec l'exploitation de l'Aranui 5, ce sera 30% de capacité supplémentaire. Les effets induits par la mise en service de ce nouveau cargo sont estimés à 2 millions d'euros par an. Les mesures de soutien et l'utilisation efficiente des fonds permettent donc aux collectivités d'outre-mer du Pacifique de relever les défis imposés par leurs contraintes structurelles. Le maintien de ces aides est fondamental pour les économies et les populations locales et représente un enjeu stratégique majeur.